Bonsoir et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jacques Brotchi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes élu dans 3 assemblées, le Parlement bruxellois, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Sénat. Exact. Et tout d'abord, une question qui intéresse tout le monde, à mon avis, à Bruxelles et même au-delà, c'est cette information qui vient de Forêt où les élèves en retard sont punis au bout de 4 retards. Les élèves des écoles communales, on parle ici de maternelle et le primaire, risquent une demi-journée en dehors de l'école, doivent rentrer chez eux, tout ça parce que les parents les amènent tardivement à l'école. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette prise de position de la commune de Forêt ou plutôt opposé? Moi, j'y suis opposé parce que, tout d'abord, en maternelle, il n'y a pas d'obligation scolaire. Donc, c'est une ineptie que de pénaliser les enfants parce qu'ils ne sont arrivés en retard. En plus, un petit enfant peut peut-être avoir quelques difficultés à se réveiller le matin. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un enfant plus âgé. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire en tout cas, là, je pense que ce sont les parents. Ce sont les parents qu'il faut conscientiser. Il y a un problème au niveau de certaines familles. Ce n'est pas l'enfant qui est responsable, ce sont les parents qui sont responsables et il faudrait donc mieux les conscientiser sur l'importance pour leur enfant de suivre les cours et d'aller régulièrement à l'école. Donc punir les enfants, pour moi, est une très mauvaise idée. Mais quelle solution pour sanctionner ces parents indélicats ou irresponsables? Mais je pense qu'il faut les convoquer, je crois qu'il faut leur expliquer. Je ne sais pas si la sanction est vraiment la bonne idée, mais en tout cas, je pense que l'explication est essayer de les convaincre combien il est important que leurs enfants soient à l'heure à l'école pour pouvoir suivre les cours. S'ils arrivent en retard, ils ne pourront pas suivre, ils ne vont rien comprendre. Donc en amenant les enfants en retard, ils les préparent déjà à de mauvais résultats scolaires. Donc je pense qu'il y a toute une explication, il y a une pédagogie à avoir vis-à-vis des parents plutôt qu'une sanction. Alors, vous venez aujourd'hui nous apporter aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un accord en vue pour les fameux numéros INAMI. On avait très peur de ne plus avoir suffisamment de numéros INAMI pour les étudiants en médecine en Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on ne puisse plus avoir des médecins là où il y avait pénurie. Et apparemment, il y a un accord, la ministre de Bloc est arrivée à un accord, et vous faites partie d'un des comités qui a permis d'arriver à un accord où on revoit les clés de répartition entre le Nord et le Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé à revoir ces clés de répartition? Mais de manière toute simple, cette commission qui s'appelle la commission de planification médicale, parce qu'il y a des commissions de planification pour toute une série de professions médicales et paramédicales, a imaginé un modèle mathématique qui tiendrait compte de toute une série de paramètres. Par exemple, vieillissement de la population, vieillissement aussi de la force médicale, parce que les médecins vieillissent tout comme la population. Féminisation de la profession qui est plus marquée maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. La question des étudiants étrangers qui viennent étudier chez nous. Et certains, quand ils sont diplômés, restent chez nous, mais d'autres, la plupart, retournent dans leur pays. Et puis, toute une série de paramètres. Bref, je voudrais vous montrer ce que nous appelons le modèle mathématique. J'ai pris avec moi un document que je vous montre ici, droit devant, pour que vous vous rendiez compte que les personnes qui ont préparé ce modèle mathématique pour trouver une solution ne l'ont pas fait au hasard et ont encodé un nombre incroyable de paramètres. Et à partir de là, nous avons adapté ces paramètres à 29 spécialités médicales, médecine générale comprise. Et nous avons passé en revue spécialité par spécialité pour le nord et le sud du pays. Et entre nous, parce que nous sommes des représentants des universités, des syndicats médicaux, de l'INAMI, donc c'est vraiment un panel important avec une parité nord-sud, donc il n'y a pas de majorité linguistique dans cette commission. Et nous avons donc estimé que pour certaines spécialités, il y avait un manque criant. Un exemple, la gériatrie. Avec le vieillissement de la population, on aura besoin de plus en plus de gériatres. Des urgentistes, il en manque, etc. Pour d'autres spécialités, on a considéré qu'on en avait peut-être suffisamment, peut-être un peu trop. Ce n'était pas la même chose au nord du pays, ce n'était pas la même chose au sud. On a donc ensemble adapté en fonction de ceci. On a raisonné spécialité par spécialité pour arriver à un total. Un total et un résultat qui, je dirais, fait pousser des cris à la partie flamande de notre pays. On va en parler un instant, mais le résultat, c'est quoi? Le résultat est qu'il faut augmenter je dirais, les étudiants qui vont rentrer en médecine en septembre prochain, qui vont rentrer en première année médecine et qui vont donc terminer au bout de 6 ans, c'est-à-dire en 2022, ils devront être plus nombreux qu'actuellement à obtenir un numéro INAMI. Au total, pour le pays, à l'heure actuelle, c'est 1230.
ce sera 1320. Qui plus est, il y aura plus de médecins, je dirais, une augmentation, pas plus de médecins, il y aura une augmentation plus importante du nombre de numéros UNAMI du côté francophone que du côté néerlandophone. Donc on réadapte. On réadapte. Je voudrais aussi dire sur le plan historique que tout cela, ces numéros UNAMI, ces fameux numéros UNAMI, ont été instaurés en 1997 sous le gouvernement de Anne II. À l'époque, le ministre de la Santé s'appelait Marcel Collat, et à cette époque, un socialiste flamand, et à ce moment-là, sous ce gouvernement, qui était un gouvernement CDH socialiste, francophone et flamand, ensemble, qui gouvernaient le pays. Le MR n'était pas au gouvernement à cette époque. Ils ont décidé qu'il faudrait diplômer un maximum de 700 médecins par an pour l'ensemble du pays, avec une augmentation progressive, année par année, pour arriver depuis 1997 à la date d'aujourd'hui, à 1230. Avec une clé de répartition, 60 pour le Nord, 40 pour la partie francophone du pays. C'était une décision empirique, peut-être basée sur un certain nombre de données de l'époque, mais 1997, bientôt nous serons en 2017, hein, donc ça veut dire 20 ans plus tard. Donc maintenant il est normal de revoir. Oui. Et ce qui se passe, c'est que le résultat de cette commission a été validé largement. D'abord, le modèle mathématique que je viens de vous montrer à l'écran a été validé à l'unanimité des membres de la commission. Les résultats dont je vais vous parler dans un instant ont été validés par 10 voix contre 2, donc très largement. Le procès-verbal dont je vais vous parler a été entériné par la majorité. Par conséquent, il est, il est non seulement valable, mais il est officiel. Et il a été envoyé à la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. Et Maggie De Bloch se félicite de recevoir enfin un document chiffré. Et ce document passe donc de 1230 à 1320 pour le pays. Mais ce qui nous importe ici du côté francophone passe de 492 à 575, ce qui veut dire plus de médecins diplômés pour l'année 2022. Ce n'est pas un document immuable. Nous avons prévu tous les 3 ans de revoir, d'affiner ce modèle mathématique, voire de reconsidérer les choses en fonction de l'évolution des technologies, en fonction de toute une série de paramètres, ce qui pourrait dire que peut-être que 3 ans plus tard, les chiffres seront différents, et 6 ans après, peut-être dans l'autre sens. Et ce qui fait crier la réaction. La réaction dans le Nord est quand même assez dure. On dit on est en train de changer une clé de répartition qui était immuable. Si c'est comme ça, dit le recteur de l'université de Louvain, autant scinder la sécurité sociale. Donc on sent que côté CDNV et NVA, il y a de la tension. Oui. Pourquoi? Parce que de 40-60, dont je vous ai parlé à un moment, nous sommes passés maintenant à pratiquement 44-56, c'est le résultat. Mais c'est le résultat d'une étude, c'est les résultats d'une expérience. Les chercheurs qui nous écoutent pour l'instant comprennent très bien que quand ils font une expérience, ils ne connaissent pas le résultat à l'avance. S'ils connaissaient le résultat, ils n'auraient pas besoin de faire l'expérience. Et souvent, le résultat n'est pas celui qu'on pensait. Donc, il faut tenir compte du résultat. C'est scientifique. Qu'est-ce que le gouvernement va décider? Parce que c'est en son sein où on n'est pas entièrement... Alors là, maintenant, je suis fort surpris que notamment le recteur de la KUL, qui est un scientifique, qui est un professeur d'université, contestent des résultats, disent qu'il faudrait revoir le travail. Donc, je suis désolé, si on n'accepte pas les résultats objectifs d'une étude quasi multicentrique, puisqu'elle ne sort pas d'une seule université, ça représente l'ensemble du pays, cette commission. Alors, ça veut dire quoi? Il faut falsifier les résultats pour satisfaire le communautaire et rester à une balance de 40-60? Personnellement, je ne suis pas d'accord. Donc vous poussez Charles Michel à accepter les propositions de Maggie De Bloch. Tout à fait. Mais il faut être conscient que dans la manière dont c'est exprimé dans la presse, mais je n'ai pas la presse que je mets en cause, ce sont ceux qui s'expriment, quand ils disent qu'on va favoriser les francophones, d'un côté je peux comprendre, parce que en Flandre, depuis 1997, ils ont instauré un examen d'entrée en médecine. Du côté francophone, on a balbutié dans divers sens, et depuis 2008, en tout cas, il n'y a plus rien. Donc, il est vrai que du côté francophone, on a accepté beaucoup plus d'étudiants en médecine que du côté néerlandophone. En Flandre, on a empêché des jeunes de faire ce métier à cause d'un examen d'entrée qui a fait une sélection.
Maintenant, nous avons un concours à la fin de la première année. C'est nouveau, c'est la première fois. Le concours vient d'avoir lieu la semaine dernière, voilà. Mais il faut être conscient que le dépassement du nombre prévu, donc je vous ai expliqué qu'on est parti de 700 pour arriver à 1230, et chaque année, eh bien, on prenait dans les numéros INAMI. Et tout ça était calculé jusque les années 2018. Malheureusement, comme on n'a pas mis un filtre à l'entrée du côté francophone, on a puisé dans les réserves pour les années à venir. Ce qui veut dire qu'on n'a plus grand-chose pour l'an prochain et on n'a plus rien pour l'année 2018 quand vont sortir les étudiants qui auront fait des études en 6 ans et ceux qui l'auront fait en 7 ans, ce qu'on appelle la double cohorte. Donc il va falloir... mais c'est comme quand vous empruntez à la banque, il faudra rembourser. Donc je n'accepte pas qu'on dise qu'on favorise. On favorise si on efface la dette, mais dès le moment où, d'un côté, une étude mathématique montre quels sont les besoins pour la population, c'est une chose, et si d'un autre côté on dit qu'on va rembourser tout ce qu'on a pris en trop, je considère que c'est tout à fait équitable. Donc je n'accepte vraiment pas les critiques qui viennent de Flandre à ce sujet. Dernier sujet, très rapidement. Est-ce que les médecins ne sont pas parfois un peu trop corporatistes? Il y a une ministre de la Santé qui est médecin et elle demande des avis à des conseils, ce sont des médecins, des avis pour savoir s'il faut reconnaître les psychomotriciens, si des psychanalystes ont droit d'exercer leur métier. Et on a l'impression qu'on essaie de favoriser les médecins plutôt que les autres. Vous êtes médecin, vous allez dans le même sens que Maggie De Block, je suppose. J'irai dans le même sens, mais pas pour les mêmes raisons. Tout d'abord, je vais vous dire que je me réjouis que nous ayons enfin un médecin ministre de la Santé. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça arrive. Alors, quand je dis à certains politiciens, à titre de boutade, qu'il serait peut-être temps un jour qu'on nomme un médecin ministre de la Justice, on trouve que, on pousse des cris. Par contre, nommer quelqu'un qui a fait le droit ou qui a fait d'autres études ministre de la Santé, on trouve ça normal. Donc pour la première fois, nous avons « the right woman in the right place ». Alors, elle ne défend pas le corporatisme. Ici, puisque nous parlons des psychologues, des psychomotriciens, très rapidement, c'est pas la même chose. Pour les psychologues, il était temps de protéger la profession. Beaucoup de personnes s'intitulent psychothérapeutes, pas psychologues, pardon, psychothérapeutes, et sont des coachs, sont des gens qui font de la relaxation. Non, donc c'est dans un but de protection. C'est dans un but de protection du patient par rapport à des charlatans, et je le dis très clairement, qui s'intitulent psychothérapeutes et qui ne le sont pas. Pour la psychomotricité, c'est autre chose. Là, le ministre Marcourt a créé une discipline sans tenir compte d'une possibilité d'être autorisé à travailler, donc sans tenir compte de l'avis du Conseil national des professions paramédicales. Je suis obligé de vous couper. Merci, c'était, je trouve, passionnant sur les numéros. Désolé, je crois que tout le monde a compris. Merci Jacques Brotchi et on se retrouve demain pour une autre interview. Merci beaucoup.